Pourquoi l'immobilier me passionne? L'immobilier me passionne parce que, honnêtement, je suis une victime. Je suis tombé dedans quand j'étais petit. Mon père a toujours été en immobilier, donc c'était la continuité de ma carrière d'aller dans l'immobilier. Donc, j'ai tout simplement passé à l'action, lu des livres, été dans des événements, puis je me suis peaufiné. Contrairement à ce que mon père n'a pas nécessairement eu envie de faire, lui. Puis, c'est devenu une passion avec le temps. C'est vraiment très évolué l'immobilier, puis il y a beaucoup à apprendre. Hey, ¿cómo está mi gente? Bienvenido en el canal de YouTube de Christopher Salazar, donde vamos hoy con Pablo Le Fernández y yo a aprender trucos en IMO 101, estrategias exitosas para cómo invertir en bienes raíces. Y adelante! Yes, that's it. Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Immobilier 101 avec Christopher Salazar où je partage avec vous trucs, astuces et stratégies gagnantes en immobilier. Aujourd'hui, je reçois nul autre que Pablo Le Fernández. Yes, qui est qu'est-ce que tu fais ta business vite? Investissement immobilier, donc ça fait maintenant 15 ans que je suis investisseur immobilier et puis cette année j'ai commencé à offrir la formation en espagnol à travers mon club d'investissement immobilier avec mes livres et on va en parler dans la vidéo. Yes, et on rentre dans le vif du sujet dans un instant. Le marché de l'immobilier au Québec est en pleine explosion. Beaucoup d'opportunités pour les acheteurs de première maison et d'immeubles à revenus. Avec la méthode Salazar, je vais vous outiller pour faire la meilleure transaction. Merci beaucoup, Pablo. Comment ça? Merci beaucoup, Pablo. Merci à toi. Merci d'être venu. Merci d'avoir accepté mon invitation très rapide. Assez quand même dans un délai assez court. Oui, effectivement. Juste pour mettre les gens dans la situation, je faisais justement la conférence Imo Start avec mes autres collègues. J'ai eu la chance de rencontrer Pablo qui m'explique un petit peu qu'est-ce qu'il veut apporter justement, puis comment il veut aider sa communauté, puis n'importe qui aussi pour se lancer dans l'immobilier. Puis je me suis dit, tu sais quoi, il faut que tu viennes à mon show. Merci, c'est tout un honneur. J'ai regardé un peu ta chaîne, les gens qui sont passés, vraiment des gens de qualité, de très haut niveau. Donc, merci de me recevoir. Donc, c'est ça, on s'est rencontrés lors d'un événement Imo Star, qui est un petit groupe qui commence à émerger, très actif, bien structuré. Et puis, je lui ai parlé un peu à Christopher, j'ai parlé de mon livre que j'avais écrit, de mes ambitions, de vouloir créer un peu mon groupe d'investissement immobilier, de coaching en espagnol, que les gens puissent s'entraider, la rede de contacto, le networking qu'on dit en anglais. Donc, c'est ça t'a parlé, je pense. Hein? Ben oui, big time. En passant, je pense pas que tu le sais, mais mes enfants sont moitié salvadoriens, moitié haïtiens. Oui? Ouais, non, je savais pas. Ouais. Fait que je suis quand même. Le nom de famille. Non, même pas. Non, même pas. En plus, tout le monde me le demande en plus. Même mes propres clients haïtiens, ils me disent. Christopher Salazar, t'es pas haïtien toi? Je suis comme, ben oui, je suis haïtien. Il dit, ben non, Salazar, c'est pas haïtien. Salazar, ça vient communauté française. Ben on m'a dit espagnol d'Espagne, Cuba. Ouais, on est tous mélangés, les enfants du monde. Rendu là, exactement. Donc, parle-nous un petit peu de ton parcours pour ceux qui ne te connaissent pas. Comment t'es tombé dans l'investissement immobilier, puis qu'est-ce qui t'a rendu, où est-ce que t'es rendu aujourd'hui? Oui, donc moi, mon père a toujours été dans l'immobilier. Mon père, c'est un entrepreneur et c'est un entrepreneur différent des autres. On n'en voit pas souvent. Donc, il fait pousser des fleurs. OK. Donc, il fait pousser des fleurs, il y a les champs, il fait pousser des fleurs. Puis l'hiver, vu que les fleurs ne poussent pas au Québec, il faut être très ambitieux pour partir dans ce business-là. Il s'achetait des petits immeubles, il les rénovait, puis ensuite, il les louait. Donc, je pense que l'immeuble le plus vieux qu'il y a encore dans son parc, il est plus vieux que moi. Ah ouais? Wow. Donc, quand j'étais né, il y avait déjà un immeuble. Puis, donc le 1er juillet, il y avait toujours le téléphone qui sonnait, des gens qui appelaient pour louer, puis on a eu toutes sortes de locataires. Puis, c'est ça, il y a comme une quarantaine de portes à son actif. Donc, j'ai dû administrer des propriétés pour lui, les gérer, des petits trucs. On a rénové ensemble aussi. Des choses qu'on fait quand on est un peu plus adolescent. Ton père, il te dit, viens, ton travail d'été, ça va m'aider à peinturer le bloc. Fait que j'ai appris comme ça, puis je me suis trouvé à être quelqu'un d'assez manuel. Donc, j'étais à l'école de charpentier-menuisier, j'ai travaillé sur la construction. J'ai eu mes cartes, puis j'ai rapidement réalisé que ce serait pas facile de travailler physiquement tout le restant de ma vie, puis d'être salarié
Donc là, mon père m'a conseillé de m'acheter une petite maison. Donc, je vous dirai pas toutes les punchs parce qu'il y a des punchs qui sont dans mon livre. Mais ma première maison, pour vous teaser un peu, ma première maison à 21 ans que j'ai payé 30 000 $. Donc, elle avait une seule chambre à coucher. C'était à 1h30 de Montréal, à 5 minutes des lignes américaines. OK. Puis, c'est une personne âgée qui avait ça, 89 ans. Elle était presque à l'hôpital quand on négociait. Puis, elle voulait 30 000. Je dis, ben, vous offrez 20. Elle a dit non, je veux 30. Je dis, OK. Fait que ma carrière de négociation n'a pas trop bien commencé. Puis, donc là, on a commencé à la rénover. L'idée, c'est que mon père y apportait de l'argent pour les rénaux, puis ensuite on la revendait. Donc, on a mis 15 000 de rénaux dedans, dont faire creuser un nouveau puits artésien. Donc, pour les gens qui habitent à Montréal, qui ne savent pas c'est quoi un puits artésien parce qu'ils sont sur les services, Merci. à la campagne, on a des fosses septiques, puis on a des puits artésiens. Donc, on a fait creuser un puits qui nous a coûté quand même 8 000 $. Puis, on a mis 15 000 de réno. On a essayé de la vendre 100 000, donc ça nous coûtait 45. On voulait la vendre 100. On était ambitieux avec un courtier pour faire les choses bien. Mais ça n'a pas fonctionné. Donc là, j'habitais chez mes parents. Je dis, ben, je vais la louer. Donc je l'ai mis en location. J'avais un locataire, puis j'habitais chez mes parents, 500 $ par mois. Donc ça a été comme ça. J'ai eu un seul locataire pendant 7 ans, cette maison-là. Puis vu que c'était ma première maison, je voulais pas me stresser, donc je l'ai acheté comptant, je l'ai acheté cash. J'avais pas d'hypothèque. Puis il fallait que je prenne une assurance. Puis l'assurance de Desjardins m'a dit, ben ta maison, si elle passe au feu ou il passe quelque chose, elle vaut 75. Fait que c'est parfait, c'est un bon investissement. Ouais. J'ai dit, tout est correct, les chiffres ça marche. Fait que j'ai commencé comme ça en immobilier, puis ça c'est ça, quand j'avais 21 ans. Nice. Puis là, t'es rendu à 34. 34. Ouais. Puis là, t'as acheté d'autres propriétés, t'as investi. Ouais. Donc là, ensuite, j'ai fait mon deuxième achat à 24 ans, un multiplex, un 4 logements. J'ai vécu avec mes locataires pendant un certain temps. Ça me coûtait 0 pour vivre. Puis à un certain moment aussi, ça me générait des profits. J'étais comme payé environ 400 $ pour vivre dans mon immeuble. Attends une minute, parce que anyway, le punch de ça est dans ton livre, right? Ça, c'en a un autre, si, oui. Parfait. Mais je vais te poser une question par rapport à ça. Quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui se lance pour faire exactement ça? D'acheter un plex, puis ça lui coûte quasiment rien pour vivre. Tout dépendant, c'est sûr, le prix d'achat de la mise de fonds, mais c'est quoi ta stratégie? Comment tu as pu faire ça? Parce que c'est sûr qu'il y a du monde qui ça peut intéresser de faire ça. Là. Oui, effectivement. Donc, premièrement, il faut le sentir à l'intérieur de soi qu'il faut être très orgueilleux de vouloir être propriétaire. Moi, j'ai jamais voulu être locataire, j'ai voulu tout de suite devenir propriétaire. Donc, j'avais pas grand-chose sur le marché, un 4,5 à 500, 600, c'était ça que ça coûtait. Donc, moi, je me disais, si ça va me coûter 300, ben, je suis déjà gagnant. Puis ça tombe dans mon capital, c'est une valeur ajoutée, mon immeuble prend de la valeur. Donc, je savais tous les effets positifs de l'immobilier. Donc, je l'ai juste fait, puis il y a certains gens qui veulent s'acheter la plus belle maison, puis ça va être la maison pour le restant de mes jours. Mais moi, j'avais un tout petit 4,5 de 700 pieds carrés, puis j'ai dit, écoute, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de blonde, c'est juste assez qu'est-ce que j'ai besoin. Mais ça m'a vraiment parti dans la vie. Un an après avoir mon immeuble, j'ai récupéré ma mise de fonds, puis à chaque 6 mois, je déconomisais un 5 000 $. L'année d'après, j'étais rendu à un 40 000, après ça, 50 000 de côté. Donc là, j'étais comme anxieux, je voulais faire des projets. Donc, j'ai rapidement réalisé que l'argent se faisait comme ça. Fait que le conseil, dans le fond, c'est de te serrer la ceinture, de pas aller acheter la plus belle maison. Elle a coûté combien environ ce plex-là? 305. C'est un 2... Quadruplex. Un quadruplex? Ouais. 305? Ouais. Dans quel coin? Longueuil. Nice. Fait que là, t'habitais un des plus petits logements? Ils sont tous pareils. OK. 4,5 identiques, la même parqueterie, la même céramique dans tous les appartements. Puis ça te coûtait taxes et les taxes plus l'hypothèque, ça te revenait combien? Moi, j'ai... là, on va dans les détails de un punch. Moi, j'ai acheté ça en 2008. Puis à cette époque-là, c'était la fin de la crise économique aux États-Unis. Oui, puis là, au Québec, ça commençait, non? Ça commençait, ouais, je pense que 2007-2008, ça commençait. En tout cas, ici au Québec, on commençait à s'inquiéter qu'est-ce qui allait se passer ici au Québec. Puis là, moi, j'ai acheté, j'avais pas le choix, il fallait bien que je devienne propriétaire un jour. Puis il y avait des hypothèques sur 40 ans. Fait que j'ai pris une hypothèque sur 40 ans. Le taux était à 1,50 environ. Puis j'avais une remise de 1% la première année. Je payais comme 0,5. Wow! Je payais absolument rien. Puis je déposais tout. Je pilais. Donc ça a été
Après ça, j'ai eu un coloc. Puis je me suis dit, c'est plate, vivre toute seule, fait que je vais me trouver un coloc. Oh my gosh. Fait que je louais une chambre à 350, ça c'était du vrai cash parce que c'était pas déclaré. Donc ça, c'était... Fait que ça te coûtait rien, là? Non, ça me coûtait rien. J'avais des lockers au sous-sol, j'avais fait des petits lockers que je louais à des gens d'extérieur, 50 à 75$ par mois. En plus? Puis j'avais ma job aussi, un bon salaire, donc tout Fait que ça. ça te coûtait rien pour vivre, Non. plus t'avais... Ouais. C'était-tu ton seul? J'imagine Non, oui, parce ça- que j'avais mon 4plex, puis j'avais ma maison que j'avais achetée à 21 ans, que j'avais toujours, puis celle-là, elle n'avait pas d'hypothèque. Puis mon père, il me demandait aucun intérêt sur les 15 000 qu'il a mis en réno. Fait que j'avais mon 4plex, puis j'avais même un 500 qui venait de ma première maison que j'avais toujours. Donc tout l'argent s'accumulait. Nice. Ouais. Nice. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui se lance dans l'investissement immobilier par rapport à ce parcours-là? Je vais faire un petit plug avec ma formation. Il y a beaucoup de gens au Québec et à travers la planète qui offrent de la formation. On apprend beaucoup, on lit, puis chacun va prendre l'information à sa façon. Mais la meilleure école, c'est de passer à l'action puis de s'acheter son premier immeuble. Parce que cet immeuble-là, ça va vous montrer qui vous êtes. Est-ce que vous êtes un bon gestionnaire? Est-ce que vous êtes un bon rénovateur? Est-ce que vous êtes une personne pour trouver des bons locataires? Vous allez voir si vous allez aimer ça ou non, puis vous allez goûter au profit, puis vous allez dire, soit je continue, soit j'arrête. Parce que c'est la réalité, le premier immeuble, c'est la meilleure école. That's it. Puis, tes challenges que tu as fait face dans le monde de l'investissement immobilier, ou un challenge, une erreur, un échec, c'est ça, là, parce que tu n'as pas une fiche parfaite, là, j'imagine. Non. Un coup dur que tu as eu dans ton parcours, dans ce parcours-là, jusqu'à aujourd'hui? Dans les 5 dernières années, j'étais beaucoup entre l'entrepreneuriat, le salarié, je rentrais, je sortais, j'essayais tout le temps. Donc, ma stabilité d'emploi n'était vraiment pas. Donc, c'était très difficile de répondre à des critères de financement parce que là, il voulait toujours regarder mon dossier de crédit puis regarder ça fait combien de temps tu travailles pour telle entreprise. Ouais. Puis j'étais un peu cowboy, donc moi j'étais du genre à dire au boss, je prends mes pétacles puis je m'en vais. Donc ça a été un bon challenge. Donc dernièrement, j'ai eu une carrière dans un emploi, ça a duré un bon temps. Puis je voyais que je répondais à tous les critères. Là, je refinance au maximum toutes mes propriétés, tout ce que j'ai, tout mon argent est là. Puis là, je vais être prêt à faire feu sur un autre projet. Puis le prochain projet que je vais rechercher, il sera pas dans les petites unités, il va être 12 logements et plus. Donc, ça va passer dans les critères commerciaux, ils vont pas prendre en considération mon profil de travail. Donc, ça va être différent. Donc, ça a été un challenge. La patience, apprendre à être humble, puis dire faut que j'attende, je réponds pas aux critères, puis on garde la foi, puis on dit on va y arriver, puis on sait qu'on a notre argent là, mais on peut pas rien faire. Donc, ça, c'est comme une espèce de croissance personnelle dans l'entrepreneuriat de dire bon, on attend, on est patient. Nice. Ouais. Ok, c'est bon, très bon conseil. Selon toi, avec ton expérience, ton expertise jusqu'à présent, quelqu'un qui se lance là, avec des critères standards, combien de temps tu penses, un laps de temps, que cette personne-là peut acquérir son premier immeuble? S'il fait ses devoirs, s'il fait des bonnes choses, s'il passe à l'action, s'il... Omis le fait de s'éduquer, je dirais que de vraiment commencer à faire des offres, parce que moi, mon 4plex a été un des immeubles où est-ce que j'ai fait le plus d'offres possible. J'en ai fait une 60aine avant de... Puis c'est important d'en faire puis de se faire dire non pour savoir un peu son marché. Mais je pense qu'en 90 jours, c'est très, très faisable. 90 jours, il y a des gens qui vont le faire en moins de temps que ça. Moi, j'étais quelqu'un de humble. J'avais pas un gros salaire. En plus? Mais c'est pas compliqué de faire l'immobilier quand t'en as de l'argent et puis t'en sors par les oreilles. Mais c'est sûr que quand tu veux commencer, le plus difficile, moi, j'ai toujours, c'est de faire partir la roue. Une fois que tu as commencé, ça va plus vite, ça va mieux, tu as de l'expérience, donc c'est ça. Nice. On va faire un petit retour sur tes programmes, sur ton livre. Oui. Qu'est-ce qui te différencie de tous les autres coachings ou plateformes, coach, formateurs qui existent présentement sur le marché? Je pense que ce qui va me différencier... dans le domaine de la vente, on dit souvent que les gens vont faire affaire avec la personne qui nous ressemble. Donc, je pense que c'est important d'avoir de la variété. Je ne me considère pas comme étant le formateur. Oui, c'est sûr que je vais prendre un peu le modèle d'affaires de différentes personnes, mais j'aimerais beaucoup apporter ma touche personnelle, ma vision, ma façon de voir les choses.
Je sais qu'il y a le marché des courtiers, mais il y a aussi un gros marché caché. Donc, je veux aussi que les gens voient les deux facettes. C'est sûr que le marché avec les courtiers, c'est super important. Vous avez une base de données, il y a beaucoup, puis travailler en équipe, ça l'aide. Mais il y a des gens qui vont dire, ben moi, j'ai pas les sous, manque de confiance, ou comme des barrières mentales. Donc là, c'est ça, c'est d'apprendre à travers tout ça. Donc, dans mes formations, je vais apporter quelque chose de différent. Puis, l'un des plus gros plus, ben, c'est que c'est en espagnol pour la communauté hispanique. Donc, moi, je vise vraiment l'international. Je vais commencer ici avec des gens qui puissent me rencontrer en chair et en os, mais éventuellement, je veux vraiment le mettre sur des vidéos où est-ce que les gens vont pouvoir aller dans un espace membre, ils vont pouvoir réécouter les vidéos, le reculer, il va y avoir des exercices, il va y avoir des pratiques, il va y avoir un club d'entraide à travers ça, puis il va y avoir les événements aussi. Donc, c'est vraiment ma vision sur le long terme pour la formation. Super. Puis, ton livre, il s'agit de quoi au juste? C'est un peu ce qu'on parle aujourd'hui dans ça s'adresse à qui? Ça s'adresse à monsieur, madame, tout le monde. Je dirais que le avatar, le avatar, je ne sais pas si les gens comprennent ce terme-là, le client cible. La clientèle cible. Oui, la personne cible, c'est entre 25 à 35. OK. Il y a des gens qui commencent avant 25, mais il n'y en a pas autant. OK. Est-ce que ça s'adresse pour des investisseurs chevronnés, des vieux de la vieille, du monde qui sont entre les deux, qui sont déjà 50 portes et plus, ou pour du monde qui veulent se lancer? Ben, je pense que ça revient un peu à ce que j'ai dit tantôt. Les gens vont s'identifier à quelqu'un qui nous ressemble. Donc, moi, ça va être les gens qui ont déjà commencé, qui savent que l'immobilier c'est bien, mais qui veulent avancer. J'ai pas 500 portes, donc je suis pas un Bloomberg de ce monde et je suis pas un économiste, je suis pas un financier. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses qui seront beaucoup plus poussées. Puis, il y a des coachings qui existent pour ça, mais pas, je me considère pas être rendu là en ce moment. Mais si je peux faire en sorte que les premiers acheteurs, comme souvent je dis aux gens qu'une maison, ben, ce n'est pas un investissement. Si vous voulez faire de l'investissement, allez tout de suite dans quelque chose qui génère des revenus. Ça va vous aider dans l'avenir. Puis je sais qu'en Amérique latine, des multiplex, des 12 logements et tout ça, c'est pas quelque chose de commun. Donc les gens s'achètent des maisons, puis c'est pas dans la mentalité. Donc il y a de la créativité à apporter dans la culture pour qu'ils voient qu'est-ce qui pourrait être fait. Puis admettons, pour quelqu'un qui voudrait investir là-bas, parce que quand on s'est rencontrés la première fois, t'en parlais un peu, c'est quoi les autres possibilités justement en Amérique du Sud par rapport à faire de l'investissement immobilier? Vu que, comme tu dis, il n'y a pas vraiment d'immeubles à revenus, mais sinon, c'est quoi les autres possibilités? Il y a tellement de possibilités. Il y a de la construction. La construction, c'est toujours un bon domaine. Ici, on est seulement 8 millions au Québec, mais si je parle du Mexique, sont 200 millions, 45 millions en Colombie. Donc, imaginez qu'en 45 millions, ont un enfant par couple. Ils doivent se loger. Et ça se multiplie. Donc, il faut avoir des appartements. Puis, on sait que dans ces pays-là, ben, les infrastructures, les types d'habitation, il y a d'autres conditions climatiques. Les maisons ne vieillissent pas de la même façon. Donc, on veut avoir toujours une résidence sûre pour nos enfants parce qu'on veut qu'ils puissent étudier dans un environnement sain et aller à l'école. Donc, qu'est-ce qui peut être fait en Amérique latine? La construction, location Airbnb. Ça fonctionne? Je suis pas mal sûr que oui. Je pense pas qu'il va y avoir de mairesse plante qui va venir taper le gouvernement du Québec. Ou des syndicats de copropriété qui veulent pas d'Airbnb. Exactement. J'avoue, fait que c'est beaucoup plus flexible. C'est beaucoup plus le Far West, donc il y a peut-être une possibilité à ce moment-là d'en profiter pour se créer une business. C'est des pays qui fait chaud, donc il y a beaucoup de touristes. Aussi. Acheter des terrains, faire des lots, c'est la même chose qu'ici dans le fond. Quelqu'un pourrait devenir prêteur privé, quelqu'un pourrait devenir courtier, s'il veut devenir courtier. Je sais que dans mon pays d'origine, au Costa Rica, il y a beaucoup d'agents d'immeubles d'autres nationalités qui se créent une banque de clientèle d'autres pays parce qu'il y a des gens qui viennent prendre leur retraite au Costa Rica. Donc un agent d'immeuble de France, ben là, il reçoit plein de Français qui veulent s'acheter une petite villa, un chalet, quelque chose. Puis maintenant, avec le télétravail, tout le monde peut travailler partout. Donc... Wow! Dans le fond, il faut vraiment juste pousser sa créativité en tant qu'investisseur, en tant qu'immopreneur, de ne pas se limiter ici, de vraiment genre
on peut aller à l'international, comme tu dis. Là. Exactement. C'est comme la porte d'entrée dans le sport pour ces gens-là, ou même ces gens-là qui ont de l'argent qui veulent investir ici, vice-versa. Oui, effectivement. You're the go-to guy. Exactement, c'est moi, l'homme de la situation. Yeah. J'aime ça. Mais c'est le fun parce que tu vois, c'est pas des choses qu'on va entendre de d'autres investisseurs ou de experts que j'ai invités sur mon show, mais j'aime ça, qu'est-ce que tu apportes, parce que tu vois, juste là, tu me fais genre pousser mon thinking, genre à justement aller plus loin. Là. Ben, c'est sûr que la quantité de gens dans la communauté hispanophone, moi je calcule au-dessus de 500 millions à travers le monde. Wow. Donc imaginez s'il y aurait des REIT, des fonds d'investissement dans une bourse, puis que ce soit tout de l'argent latino qui s'en va là. Il y a beaucoup d'argent dans la communauté. Wow. Beaucoup d'argent, donc on pourrait faire beaucoup avec ça. Je sais qu'en Amérique latine, il y a ce qu'on appelle des gates communautés. Des gates communautés. C'est des communautés qui sont avec un agent de sécurité à l'entrée, privé, c'est ça. Puis à l'intérieur de tout ça, ben, les maisons n'ont pas de barrières, n'ont pas de pics. Tandis que si on va plus dans la ville régulière, ben là, il peut y avoir des barbelés, il peut y avoir des murs, des forteresses autour des maisons. Donc les gens aiment beaucoup cette idée-là d'être plus à air ouverte à l'américaine. Ouais. Ah, mais c'est intéressant parce que aussi, tu vois, toi tu le fais pour la communauté latine, mais pour tous les gens qui nous écoutent, peu importe leur nationalité, d'où est-ce qu'ils viennent, t'es comme un exemple des possibilités que les autres peuvent faire pour la même chose, mais de le dupliquer pour leur pays. Là. Puis un autre gros why que j'ai remarqué à force de commencer mon projet, c'est que moi je suis pas un immigrant. Moi, je suis une deuxième génération. Là, vous m'entendez avec mon québécois joual de la campagne, mais quand je parle en espagnol, j'ai un certain accent. Je dis souvent à la joke que je suis un latino inventé. Puis il y a des gens qui me racontent, non, toi t'es 100% latino, hein, tu fais les mêmes jokes, les petits insides. Ouais. Puis, ben, ma fille, qui est une deuxième génération aussi, qui va pas grandir dans un pays puis connaître les mêmes réalités. Puis il y a des gens qui viennent ici, qui sont immigrants, qui ont vraiment vécu des situations difficiles, qui viennent faire le sacrifice pour avoir une vie meilleure pour leurs enfants. Puis leurs enfants, ils font comme oui, il faut que je sois une bonne personne pour mes parents. Ils ont fait ce sacrifice-là. Donc ça, c'est quelque chose qui m'interpelle de vouloir les aider puis de vouloir leur montrer parce que je pense qu'on se trompe pas en immobilier. Non, exact là. Exact. Donc, c'est ça. Question pour toi. Oui. Tu sais, dans nos communautés, les Haïtiens puis les Latinos, je trouve qu'on se ressemble quand même assez beaucoup. Puis, une des choses que j'ai réalisées, tu sais, dans ma famille, puis mon entourage, puis les Latinos aussi, du côté de, justement, la mère de mes enfants aussi, c'est que souvent, ils ont acheté une propriété. Oui. Là, genre 25 ans, 30 ans et plus. Il y a quasiment plus d'hypothèque ou ils n'ont pas une grosse hypothèque. T'sais, mais ça. Et puis il y a beaucoup de gens de notre génération qui sont comme ben tu sais, justement, tu l'as dit tantôt, j'ai pas l'argent, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais ils ont cette possibilité-là, ils ont cette ressource-là qu'ils pourraient maximiser. Qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil ou par rapport à ces gens-là pour se lancer? Ce que je pourrais donner comme conseil, c'est que les parents, c'est sûr que dans cette propriété-là, ont une valeur qui pourrait être utile pour faire du financement. Là, c'est sûr qu'à ce moment-là, il faut négocier avec ses parents. Puis si oui, les parents, des fois, n'ont pas toujours la mentalité de vouloir investir, c'est important de s'entourer des gens qui croient en nos projets, parce qu'il y a beaucoup dans la communauté, justement, on parle beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui disent des choses positives, négatives, soit on est très excité, soit on est trop, on n'y croit plus. Donc moi, je dirais de s'entourer des bonnes personnes, puis de pouvoir utiliser cet effet de levier-là, de prendre la valeur sur la maison pour faire un investissement, puis passer à l'action. Ouais, à vous, hein? Ouais, je pense que une famille qui aurait un petit 6 logements, elle serait très contente. Ben oui, versus juste la petite maison. Ans. Exact. À travers ton parcours, c'est sûr que tu as fait des contacts, tu es allé dans les clubs, réseautage immobilier, puis tout ça. Puis toi, on s'entend, tu as passé à l'action, puis même là, tu amènes ça à un autre niveau, tu veux aider les gens à se lancer dans l'immobilier. Mais qu'est-ce que tu vois, quelle erreur fréquente que tu vois dans les gens qui veulent se lancer dans l'immobilier? Quelle erreur fréquente que je vois? Oui. La procrastination. La procrastination? Oui, la procrastination. C'est sûr que quand on va dans des événements, on voit des gens qui reviennent fréquemment, puis
ça devient comme une habitude, puis on est content, ça devient une sortie de la soirée. Mais est-ce qu'on travaille vraiment? Est-ce que quand on revient à la maison, on fait des offres, on essaye de passer à l'action? Des fois, il y a des gens qui procrastinent puis qui tombent dans la mauvaise routine. Puis c'est très, très à la mode, le partenaire en immobilier. Puis on pense que le partenaire va nous apporter un deal, mais tout le monde se cherche un partenaire, puis il n'y a personne qui passe à l'action dans le partenariat, il n'y a personne qui fait d'offres. Donc ça, la procrastination, de travailler vraiment... la seule vérité, c'est le travail. Le travail... L'exécution. L'exécution, c'est parfait. Admettons, parmi les tops, parce que tu as été aussi dans des... T'as-tu déjà participé dans des masterminds, des affaires comme ça, ou sinon des clubs de réseautage, comme que je viens de dire? Oui. C'est quoi les traits de caractère des top investisseurs immobiliers? C'est quoi, admettons, 3 traits de caractère que tu as remarqué que souvent, là, ils ont, ces gens-là? C'est drôle à dire. Je pense que les gens qui ont du succès, c'est juste les gens qui les voient, qui s'imaginent des choses, mais quand on finit par les connaître vraiment, on voit que c'est des gens vraiment comme nous, sont humains, mais c'est sûr qu'ils sont plus à leur affaire, très disciplinés, ils ont des routines, ils s'éduquent, ils lisent des livres, ils font du réseautage, puis ils sont vraiment stratégiques. C'est important de se construire des questions, puis de savoir où est-ce qu'on va. C'est facile de tomber dans la mauvaise habitude, puis dans les événements 5 à 7, de prendre une bière de plus, puis on n'est plus rendu dans l'immobilier, là. Ouais. En effet. De rester un peu plus groundé. Mais je pense que c'est important aussi d'aller chercher ce côté-là, puis moi, ça fait 15 ans que j'en fais, donc j'ai eu des up and down, j'ai eu des moments où je sortais du contexte immobilier, mais des moments qu'aujourd'hui, là, regarde, là, je veux connaître quelqu'un, je veux que ça se passe, donc... les gens à succès sont vraiment disciplinés à leur affaire, bonnes habitudes, ils se forment, stratégiques. Yes. Puis, tu viens de le dire, tu en as un petit peu parlé tantôt, mais les downs que tu as pris, qu'est-ce qui t'a permis de te remonter? Ou te remettre dans le bain puis de remonter la pente? Ma réponse va être très latino, mais la foi. Pour vrai? La foi. Mais je disais pas nécessairement la foi de Dieu, parce que je pense que la foi, on peut l'avoir en plein de choses, mais j'y crois toujours que c'est possible d'y arriver. Puis moi, j'ai jamais eu de dette. Pour vrai? Mauvaise dette, t'as jamais été... J'ai jamais eu de dette de cellulaire, dette de char, toutes ces affaires-là, c'est tout, je paye tout de suite. Juste mon hypothèque. OK. Puis, donc j'avais de l'argent, puis ça me disait, ben j'en ai, donc je suis capable. Donc, puis ça me donne la foi, je sais que je peux acheter, je sais que je peux rencontrer quelqu'un on va aller sur un projet, puis... Donc la foi, c'est très, très important. Nice. Puis quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui veut se lancer mais qui a des dettes? L'opposé de toi, mettons. Là. De ne pas se mettre des barrières, parce que j'ai connu des histoires à succès, qu'il y a des gens effectivement qui avaient des dettes, puis ils ont fait des histoires incroyables, puis ils ont acheté des immeubles, puis 1 an après, leur situation financière avait changé. Donc ça, moi, heureusement, je ne me suis pas rendu dans ce côté-là, mais il y en a qui étaient là, puis qui s'en sont sortis. Puis je leur lève mon chapeau, on peut y arriver. La foi, on revient sur la foi, on peut y arriver. C'est vrai. Puis OK, on a presque terminé, mais par rapport à ça, qu'est-ce que tu en penses, ou pour quelqu'un qui veut se lancer, ou même qui est déjà dedans depuis plusieurs années, c'est sûr comme tu l'as dit, c'est des up and down. C'est pas toujours rainbows and sunshine, comme que j'aime dire. Mais qu'est-ce que tu penses par rapport au développement personnel en tant que quelqu'un qui veut se lancer ou en tant qu'immopreneur? À quel point c'est important? À quel point toi tu travailles là-dessus, ou dans ton coaching, ou ta philosophie par rapport à ça? Je pense que c'est drôle, j'en parlais cette semaine avec un ami, puis je disais que le monde des ventes, le monde de l'entrepreneuriat, de la croissance personnelle, puis de l'investissement immobilier et d'autres, c'est vraiment... Quand on baigne dans tout ça, on voit qu'il y a plein de choses qui se parlent. C'est important d'être bien dans sa tête avant d'aller en entrepreneuriat. Puis de se sentir bien financièrement, puis de se sentir équilibré. Moi, cette année, j'ai décidé de tout lâcher, puis de prendre une année à m'investir complètement en immobilier. Mais j'ai un coussin. Si ça marche pas, ben je peux recommencer. Il y a des gens que, oui, ils sont plus à risque, ils prennent plus de risques, ils n'en ont pas d'argent, puis ils arrêtent tout quand même. C'est de se connaître soi-même, puis ça, ben dans la croissance personnelle...
C'est très important de connaître ses émotions. Il y a tellement de sortes de personnalités, extraverties, introverties. Contrôler ses émotions, exactement. Oui, très Est-ce que ça t'en parle? Y a-tu des... C'est sûr que tu dois en faire partie, ça doit faire partie de ton coaching? Oui, c'est un onglet que je vais élaborer, que je vais parler, oui, l'intelligence émotionnelle qui vient d'être découvert il y a quelques années. Très important, l'intelligence émotionnelle. Ouais. Super. Petite dernière question. Avec le succès que tu as eu jusqu'à aujourd'hui, si tu retournerais en arrière, c'est quoi le conseil que tu donnerais à la version plus jeune de toi-même? La version que je me donnerais, là, comme j'ai dit à quelques reprises, je veux m'acheter un immeuble un peu plus gros, mais je pense qu'il y a des gens qui commencent, qui veulent aller en immobilier, qui veulent tout de suite commencer gros, mais dans le fond, moi je dis changer 4,30 sous pour une pièce. On peut acheter une petite maison, ma petite maison à 30 000, je l'ai analysée, j'ai eu les chiffres, j'ai eu le retour sur investissement de ROI, puis versus mon quadruplex. Une maison de 30 000, un immeuble de 300 000, le ROI est pratiquement identique. Donc, arrêtez de vous dire que ça prend un gros building pour faire des gros chiffres. Non, des fois, il y a des gens qui ça leur coûte 5 millions, puis ils font pas d'argent, ils break-even eux autres avec. Là. Ils sont sur les dépenses à 100%. Donc, l'important, c'est qu'est-ce qui reste au bout de la ligne. Mais avec ton succès, qu'est-ce que tu ferais différent ou quel conseil tu ferais comme, tu sais quoi, si j'avais appliqué telle stratégie ou pensé de telle façon, pris tel risque, peut-être que boum aujourd'hui, ou tu laisserais juste tout comme ça? Non, je suis pas, j'ai pas de rancune envers mon passé. C'est sûr que j'ai connu beaucoup de gens dans mon entourage qui ont eu beaucoup d'histoires à succès. Oui, j'aurais pu avoir à un moment donné, j'avais un 100 000 de côté, puis je ne l'ai pas investi, puis je l'ai laissé là pendant 2-3 ans. C'est sûr qu'il y a des gens qui vont dire, ben là, 100 000 de côté pendant 2 ans, ça fait pas d'argent, mais moi, je me dis, c'est mieux que ça reste là, à que la mettre dans un projet, puis de faire patate. Donc, je pense que j'aurais pu être un peu plus agressif, mais en même temps, est-ce que c'est ma force d'être plus tranquille? Donc, je comprends ce que tu veux dire. Donc, oui, des fois, je dis, j'aurais pu, mais je pense que l'argent dans le compte de banque, des fois, c'est mieux. Il y a moins de problèmes, il y a moins de casse-tête. Effectivement, moins. C'est bon. On va passer au Freestyle Blitz. T'es-tu prêt? OK. Freestyle Blitz, je vais te poser des petites questions en rafale. Tu réponds, il y en a peut-être juste 2-3, puis après ça, tu vas voir. Question ouverte, question fermée. Exactement. Oui ou non? Alors, t'es prêt? Oui. Yes. Est-ce que t'es... Attends une minute. Chien ou chat? Ni un ni l'autre. Ni un ni l'autre? Pour vrai? Non. Peut-être plus chien. Peut-être plus chien? Parfait. Puis, café ou thé? Café. Café Costa Rica, Colombia, café haïtien. Yes! Est-ce que t'es un couche-tard ou t'es un lève-tôt? Je suis un couche-tôt. Je suis un lève-tôt. OK. Quelle heure tu te lèves? 5h30, 6h. C'est quoi ton rituel de quand tu te lèves? Ah, tu te lèves gym tout de suite? Oui. Nice. Et un livre que tu recommandes, à part ton livre, bien sûr ton livre que tu recommandes, mais sinon un livre que pour quelqu'un qui se lance ou qui est déjà, ou peu importe, un livre que tu trouves vraiment intéressant pour les immopreneurs, pas Père riche, Père pauvre, pas réfléchissez et devenir riche, un autre. J'ai lu il y a quelques années que j'ai bien adoré, c'est le livre de Jack Canfield, s'appelle La force du focus. Puis ça parle beaucoup des habitudes, comment on est des êtres d'habitude, comment on arrive dans notre voiture, on ouvre la porte, on s'assied, on a une habitude, on met nos affaires là, on fait ci, on fait ça, on place un miroir. On est des habitudes. Puis ça m'a beaucoup... J'ai beaucoup aimé ce livre-là. Sinon, les audio-livres avec Grant Cardone sont très bons. J'ai pas lu celui qui parle de l'immobilier spécifiquement, mais c'est tout ceux de vente. Il y avait beaucoup d'informations. Notre Québécois... Jean Clépine, très bon livre. Ah ouais? Le premier, c'était le premier livre que j'ai lu, oui. OK. Ça m'a. Est-ce que c'est parce que c'était le premier? Il était très bon, oui. J'ai lu le premier, j'ai lu plusieurs fois celui-là. OK, parfait. Puis, si tu avais un super pouvoir, ça serait quoi? Ah, je peux pas dire ça. Faut que tu le dises, tout le monde est comme, what? C'est quoi? Si j'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ça serait? En business, en affaires, ou peu importe, en business, en affaires, c'est la même chose, mais je veux dire, la vie personnelle ou la vie de tous les jours, ou qui te permettrait de closer plus de deals, ou... Ben, j'aimerais ça être quelqu'un un peu plus assidu dans le papier.
côté administratif. Je préfère engager quelqu'un qui le fasse. Donc, j'aimerais ça avoir des super pouvoirs dans l'administration, la fiscalité, la comptabilité, être un génie. Avoue, hein? Avoue, Ouais. c'est vrai, ça c'est fort ça. Ouais. J'avoue. Ça serait un super pouvoir. Ouais, je sais, moi aussi je déteste aussi tout ce qui est administration, comptabilité. C'est comme, oh my gosh, là, shoot me please. Mais pour vrai, j'avoue que ce soit comme. Les filles, là, il y a quelques secondes, puis c'est comme. Je sais pas pourquoi, j'ai eu juste des comptables de comme relations dans ma vie. Puis les filles sont vraiment à leur affaire cartésienne, les chiffres, puis s'ordonner, puis je lève mon chapeau. Vraiment. Ouais. Vraiment. Parfait. Et où est-ce que les gens peuvent te rejoindre ou te suivre? Ben, j'ai un petit début de chaîne YouTube, j'ai une douzaine de vidéos. Je vais mettre le lien en bas, vous allez pouvoir le suivre. On va mettre la vidéo sur ma chaîne, puis vice-versa. Exact. Les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Sur mon blog avec 40 articles de blog en espagnol pour les gens de la communauté. Yes. clubinversionesbienesraices.com. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? LinkedIn, qui est un réseau super Oui, avec beaucoup de pouvoir que j'essaie de développer. J'entends beaucoup de bienfaits. Sinon, c'est ça. Parfait. Dans mes événements. Ah ouais, puis qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Y a-t-il quelque chose qui s'en vient pour l'enchaînement que tu fais par rapport à... Ben là, c'est ça, vu qu'on est dans une vidéo qu'on veut faire de façon intemporelle, je veux pas donner une date, mais sur mon site web, clubinversionesbienesraices.com, il y a une section événements, puis c'est linké avec Eventbrite, c'est des événements mensuels. Donc là, j'ai 5 commandites. J'ai une commandite de Remax, j'ai une commandite de Banque Nationale, j'ai une commandite de bonlocataire.com, j'ai une commandite d'une compagnie d'assurance que j'ai pas encore rencontrée. On a des petites bouchées, on a de la boisson, on parle. Puis ça, c'est des événements mensuels. Probablement que cet été, pour la période des vacances de juillet à septembre, on va arrêter. Okay. On va recommencer à l'entrée scolaire parce que les gens sont plus terrasse, plus s'en vont en vacances, les enfants, on s'occupe de ça. Donc, ça, les événements mensuels. Puis est-ce que c'est spécifiquement en espagnol ou c'est... Non, les gens sont bienvenus. On parle français aussi. C'est important de savoir le français au Québec. Mais. Ok, c'est pour toi. C'est en espagnol parce que je veux qu'on parle des Espagnols. Je veux que les Espagnols puissent savoir. Venir puis se regrouper puis avoir quelque chose pour eux autres, mais c'est ouvert à tout le monde. Ça. Tous les Haïtiens sont invités. On va lancer le compas. Yes! Il nous faut du rhum là. Ah, du rhum, ouais. Alright, merci beaucoup Pablo. Merci à toi. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Moi et Pablo, on va se faire un plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. Et c'était votre chacun unique, Christopher Salador, avec Pablo Blais Fernandez. Yes! Christopher Salador, votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde.